Top. Il est 6h53. Je viens de partir de là où j'ai passé la nuit. Et donc là, on se rend vers le parc des sports à Roubaix. Donc c'est à peu près à 6 km de là où j'ai dormi. J'étais à Tourcoing. Le départ est permis aux alentours de 7h et jusqu'à 8h30. Donc moi j'arrive pour l'objectif à peu près 7h15, 7h20. Départ aux alentours des 7h30. Parce que le soleil se lève à ces heures-là. Du coup voilà, 7h30 ça me paraît au top pour pouvoir commencer l'aventure. Donc voilà, j'ai hâte de commencer. On se retrouve aujourd'hui à la gare du Nord, destination Roubaix à grande vitesse, non pas pour faire du tourisme, mais bien pour se diriger vers l'enfer du Nord. Alors, je vous explique contexte. Le 9 avril dernier, vous le savez pour ceux qui sont les plus informés d'entre vous, a eu lieu la course cycliste du Paris-Roubaix masculin. La veille, c'était le Paris-Roubaix féminin, et en marge de cet événement a été organisé le Paris-Roubaix Challenge. Donc, qu'est-ce que le Paris-Roubaix Challenge ? C'est une cyclosportive qui permet à des cyclistes amateurs de venir goûter aux joies des pavés avec une ambiance presque proche de celle des pros. Là, cette année, il y avait à peu près 4000 participants, donc c'est vraiment considérable. Et la particularité de cette cyclosportive, c'est qu'elle permet à ses participants de choisir entre 3 niveaux de difficulté. Donc les niveaux de difficulté sont les suivants: 70 km pour 8 secteurs pavés, 145 km pour 19 secteurs pavés et 170 km pour 29 secteurs pavés, ce qui représente l'intégralité des secteurs pavés de la course masculine. Donc c'est vraiment considérable. Et donc comment ça se passe l'organisation ? Là sur les images que vous voyez, là on est la veille, on est le 7 avril et on est dans le village. Donc en fait au village on vient retirer son dossard, on vient prendre également les goodies qu'on a commandés ou qu'on va prendre sur place le jour même. Et on peut aussi faire réparer son vélo et acheter différents périphériques cyclistes. Donc c'est vraiment une ambiance super sympa. Et là sur les plans que vous allez voir juste après, c'est le vélodrome de Roubaix que vous allez voir cette fois-ci. Mythique vélodrome de Roubaix que tous les cyclistes amateurs rêvent de fouler. Mais allez, trêve de bavardage et place à l'épreuve. Vous hallucineriez de tout ce que je porte actuellement sur le dos, en raison du fait que je viens en TGV. Hein. Du coup, tout ce qui est sac de transport, fringues de la veille, tout ça c'est dans 2 sacs à dos. Donc là je porte 2 sacs à dos. Puis en plus de ça j'ai un peu de nourriture. C'est pas simple. Mais on va y arriver. Ok, je profite de ce court timelapse pour vous faire un petit point alimentation. Vous le savez, c'est un élément vraiment central dans la préparation de ce type d'épreuve physique. Du coup, la veille, j'ai mangé du riz et des pâtes pour vraiment faire le plein de féculents. Et le matin, juste avant les images que vous voyez à l'écran, j'ai mangé une autre assiette de riz. Donc oui, j'étais vraiment déterminé. Tout ça dans le but de reporter au maximum le moment de la fringale. Mais vous le savez aussi, la fringale, elle est quasiment inévitable sur ce genre de course. Donc j'ai bien sûr prévu de la nourriture, des biscuits céréaliers que j'ai disposés
à l'arrière du poste de pilotage pour pouvoir les manger tout en roulant. Voilà, on arrive au parc des sports. J'ai tout rangé dans la consigne. Ce sera le départ. Let's go! Allez, je profite de l'ambiance d'avant-course pour vous faire un petit topo sur le parcours du Paris-Roubaix Challenge version 145 km. Je vous affiche deux cartes à l'écran. La première, celle de droite, vous indique l'emplacement des différents points de ravitaillement. Il y en a 3 sur le parcours. Retenez-les bien, faites-vous une petite image mentale de ces points de ravitaillement parce que vous allez voir, ça va jouer un rôle dans notre aventure. Sur la carte de gauche, vous avez le même parcours, mais cette fois-ci représenté avec les différents secteurs pavés. Il y en a 19, comme je le disais au départ. Le secteur pavé numéro 19, la Trouée d'Arambert, est le plus difficile de la course, et il intervient à peu près à tiers de course. Et ensuite, ça va décroissant jusqu'au secteur pavé numéro 1, qui correspond au centre-ville de Roubaix. Mais allez, c'est parti, départ du Paris-Roubaix, 145 km. Je me rappelle à ce moment-là, j'étais hyper excité, hyper content d'être là. Cyclosportive, hein. Retenez bien le terme cyclosportive parce que vous le voyez à l'image dès maintenant, ce n'est pas une course. Illustration faite, regardez, on part à une allure hyper modérée, hyper tranquille, hein, on est presque à l'échauffement, et c'est complètement normal parce que cette cyclosportive, comme la plupart d'entre elles d'ailleurs, a lieu sur route ouverte, hein, contrairement aux courses professionnelles. Et donc qui dit route ouverte dit vous êtes astreint au respect du code de la route. Donc dès que vous aurez un feu rouge devant vous, vous devrez vous arrêter. Inutile de partir en pétard, vous serez immédiatement rattrapé par les cyclotouristes que vous essayez tant de semer. Et illustration faite à l'image dès maintenant, là, il faut respecter ce carrefour rouge, et gare à vous si vous ne le faites pas, parce qu'en plus d'être mal regardé par les cyclistes qui vont vous accompagner, vous risquez même la disqualification, il me semble. Donc là voilà, on prend une allure tranquille dans Roubaix, hein, on n'est pas à plus de 30 km/h. Cela dit, je décide d'adopter une position dans le peloton assez haute. D'ailleurs, petite parenthèse sur le peloton, et donc sur l'organisation des départs. Elle a lieu entre 7h et 8h hein, pour le 145 km, et elle se fait par groupe d'environ 30-40 cyclistes toutes les 3 minutes jusqu'à 8h. Donc aucune chance de se retrouver tout seul au départ, hein. On part systématiquement avec un groupe cycliste, hein, ce qui rend la course vraiment beaucoup plus agréable dès lors que vous avez un groupe qui suit votre rythme ou que vous arrivez à vous mettre au rythme du groupe. Donc dans ce groupe, j'adopte une position assez haute parce que j'ai un vélo de route, j'aime bien rouler, je suis un rouleur, et donc je me retrouve par moment à prendre des relais, ce que je trouve vraiment très agréable. Relais que je prends pas seul, hein. Il y aura aussi le cycliste que vous allez voir en jaune de temps en temps à l'image. Et ce cycliste-là, il était très fort, et pourtant, vous allez le voir, il n'avait pas un vélo de course comme moi, il avait un vélo de gravel, voire même un vélo typé voyage, donc c'était pas du tout le profil à faire des pointes à 40, et pourtant, il les faisait sans problème. Donc ça, c'est la première leçon du Paris-Roubaix Challenge avant même les secteurs pavés, c'est qu'en fait, il est possible de faire cette course avec un vélo de gravel, assumer une allure de vélo de course, sans pour autant être pénalisé par le poids du vélo. Donc là, ce que je cherche à vous montrer à l'image là depuis tout à l'heure, c'est que le groupe dans lequel je me suis retrouvé adopte une allure particulièrement rapide. À ce point rapide qu'on va se retrouver à plusieurs reprises à rattraper, voire même dépasser des groupes cyclistes qui sont partis 3, 6, 9 minutes avant nous. Et ce qui va se passer, je pense, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va dépasser ces groupes cyclistes plus ou moins rapides, des cyclistes en mal de vitesse vont venir se raccorder à nous et vont venir en fait accélérer par effet boule de neige notre groupe à nous.
Donc les cyclistes les plus rapides de mon groupe de départ vont se retrouver avec les cyclistes les plus rapides des groupes précédents, ce qui va faire qu'on va se retrouver avec presque un demi-fast pack en race campagne, quoi. Pour moi qui n'avais jamais fait de course cycliste en ville et sur route ouverte, je dois avouer que cette ambiance de fast pack en plein milieu de l'urbanité, c'était quelque chose de particulièrement enthousiasmant. Allez, on est une vingtaine de kilomètres après le départ et vous allez voir que sur ma gauche, là, je vais être repris par un groupe de 3 cyclistes extrêmement rapides là. Vous le voyez peut-être à l'écran, j'étais déjà à plus de 50 km/h, donc je m'attendais absolument pas à ce qui allait suivre. Je suis repris et à une très bonne vitesse. J'hésitais même à venir recoller tellement je trouvais qu'ils étaient rapides. Mais au final, je vais le faire. Et c'est l'illustration en fait de comment s'effectue le tri par niveau dans une cyclosportive. Les cyclistes rapides roulent bien sûr avec les cyclistes rapides, les cyclistes un peu plus lents avec les cyclistes un peu plus lents, mais comment ils se retrouvent ensemble? Et typiquement dans ce genre de situation, je suis repris, je décide de recoller, et voilà qu'on se retrouve avec un groupe composé d'une dizaine, d'une quinzaine de cyclistes prêts à rouler à 40-45 km/h. Et ouais, déjà, premier point de ravitaillement de la cyclosportive, on n'est qu'à 33 km depuis le départ de Roubaix. Et là, je marque un temps d'arrêt, je me dis, est-ce que tout le monde va faire ce ravitaillement? Est-ce que certains vont le sauter? Et oui, 3 cyclistes les plus rapides, ceux qui nous avaient dépassés alors que j'étais à 50 km/h, eux, ils ont décidé de filer à l'anglaise. Donc du coup, moi je décide, parce que j'ai aussi envie d'aller vite, de leur emboîter le pas. Et du coup, de sauter ce point de ravitaillement, qui de toute façon m'avait énormément étonné par son emplacement, parce que moi, à 33 km, en général, je pète la forme. Je fais des sorties de plus de 50 km sans même prendre le moindre biscuit. Donc vraiment, ce premier point de ravitaillement, au-delà d'être un peu trop tôt, il m'a même étonné. Mais il faut savoir que les points de ravitaillement, ils ne sont pas décidés comme ça à l'emporte-pièce. Il me semble que c'est aussi en fonction de où ils peuvent se placer. Donc là, je parle de l'organisation. Donc il leur faut un point d'eau, il leur faut un espace qu'ils puissent occuper avec tout le nécessaire, même en termes de toilettes, j'imagine. Donc malheureusement, ils ne peuvent pas positionner leur point de ravitaillement au hasard, et ça s'est ressenti parce que honnêtement, un point de ravitaillement à 33 km, il n'y en avait vraiment clairement pas besoin, en tout cas pas pour moi. Du coup, on reprend notre aventure, toujours à très grande vitesse. On n'a de cesse de dépasser différents groupes qui sont partis sûrement plusieurs dizaines de minutes avant nous. Allez, on se retrouve à un petit peu plus de 50 km du départ, on a bien avancé, parce qu'on s'approche tout doucement du secteur pavé le plus difficile de la cyclosportive Paris-Roubaix. J'ai nommé la Trouée d'Arambert. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la Trouée d'Arambert, c'est le secteur pavé mythique de la course du Paris-Roubaix. 2325 mètres pour être précis de pavés disposés n'importe comment, horrible. C'est juste le secteur pavé le plus horrible de la course, classé 5 étoiles en termes de difficulté sur la course. L'échelle va de 1 à 5 étoiles. Et la Trouée d'Arambert fait partie des 2 secteurs pavés classés 5 étoiles dans notre aventure. Et avant qu'on y arrive, j'avais envie de faire un petit point matériel avec vous, là, parce que ça va devenir décisif sur ce secteur pavé et sur tous les autres de la course. Donc, pour fixer ma GoPro sur le cintre, comme vous le voyez, et donner ce petit rendu un petit peu dynamique à l'aventure cycliste, j'utilise le support que vous voyez à l'écran, donc qui est composé de cette mâchoire avec un débattement assez élevé et qui est vraiment idéal pour le fixer sur votre potence ou sur votre cintre. Il est doté d'une vis qui, quand elle est bien serrée, vraiment arrime le truc, donc il n'y a aucune possibilité que la GoPro bouge ou tombe. Et franchement, c'est assez convaincant. Quand vous regardez les images sur la page du produit, vous voyez
le mec en canoë, kayak, rafting sportif, vous voyez le mec en buggy, vous voyez même le mec en Formule 1, vous vous dites que sur une bicyclette, il n'y a aucun problème, ça va tenir. Oui, mais pas à Arambert. Parce que à Arambert, ce qui va suivre, c'est que à l'image, ça va être très compliqué de vous donner un rendu, tellement ça va secouer fort, quoi. Donc je fais mon mea culpa d'avance. Les secteurs pavés que vous allez voir dans la suite de l'aventure vont être d'un rendu absolument affreux, parce que ça a été très difficile pour moi, même après Arambert et en essayant de serrer fort, de pouvoir arrimer le truc de sorte à ce que ça ne tremble pas et que ça ne tombe pas. Mais on va essayer de faire avec. Et voilà, donc on arrive déjà sur le secteur pavé de la Trouée d'Arambert, retenez bien ce nom, et je fais déjà ma première erreur avant même d'être arrivé. En effet, les plus informés le savent, et donc j'en profite pour relayer le conseil à ceux qui ne le savaient pas et qui auraient envie de faire du pavé l'année prochaine. Quand vous arrivez sur un secteur pavé, notamment celui de la Trouée d'Arambert, encore plus celui de la Trouée d'Arambert, n'hésitez pas à arriver pleine balle. Et oui, il faut arriver à 50 km/h parce que comme ça, on vole sur les pavés. C'est un vrai conseil, c'est pas des plaisanteries. Sauf que moi, j'avais ce qu'on appelle à ce moment-là un instinct de survie. Et cet instinct de survie, il m'a juste dit, mec, il y a des pavés, il y en a qui ressortent de 5 cm, il y en a qui plongent de 5 cm. Fais attention, tu roules sur un vélo qui coûte son prix, c'est ton seul vélo, tu sais pas comment il va réagir. Si ça se trouve, au moindre pavé, la roue va se voiler ou va se dérober sous tes pédales. Alors, roule prudemment. Donc du coup, je roule prudemment, là je suis encore à 20-21 km/h, 22. Donc tant bien que mal j'arrive à rouler, mais là vous le voyez, il y a des gens qui me dépassent. Le mec en jaune avec son gravel violet qui est passé pleine balle. Il y en a qui trichotent, on peut même dire qu'ils trichent, parce que là, la Trouée d'Arambert c'est le plus difficile, et qui roule sur la bande semi-asphaltée à droite. Moi je me dis, j'ai envie de jouer le jeu parce que c'est mon premier Paris-Roubaix et j'ai envie de découvrir un petit peu ce que c'est que les pavés, donc je joue le jeu, tout en pensant à mon pauvre vélo qui est en train de souffrir et à mes roues en aluminium à un demi-millier d'euros qui doivent être en train de se dérober. Mais bref, je reste. Et là je m'excuse, voilà, parce que on voit plus rien. La GoPro maintenant filme la potence. Et c'est là où je voulais en venir tout à l'heure en parlant du matériel, c'est que j'avais eu beau arrimer. Malheureusement, la GoPro a juste fait un piqué vers le centre. Et donc du coup, là on voit plus rien. Donc du coup, on va accélérer un petit peu à l'image et continuer de voir cette décadence avec les cyclistes qui passent sur la bande asphaltée et moi qui continue de souffrir mes morts sur la partie pavée. On peut aussi faire un petit point sur les mains. C'est très dur. C'est très dur là les mains. Ça vibre tellement fort que là, si vous voulez, mes mains percutent les cocottes à chaque pavé. Et je vous dis pas l'état dans lequel je vais ressortir, mais ça va être un état de tétanie. Et pourtant, j'avais écouté les conseils, j'avais vu les vidéos, notamment celle de Quentin Ruel à propos du Paris-Roubaix et de la traversée des secteurs pavés et de l'attitude à avoir sur les mains quand on est dans ce genre de conditions. Il fallait être le plus relâché possible. Le problème, c'est que j'étais tellement choqué de toutes les aspérités du terrain et de ce que ça fait faire au poste de pilotage que j'étais obligé, en tout cas je me sentais obligé d'avoir un plus grand contrôle ou de me sentir en plus grand contrôle de la situation. Et puis j'ai aussi l'impression que ce genre de conseil s'applique quand on est déjà à une allure qui permet de voler sur les pavés comme ils disent. Sauf que moi je volais pas du tout sur les pavés, donc à chaque fois que je prenais un pavé, ma roue elle se décalait de 5 degrés vers la droite, puis ensuite elle se décalait de 5 degrés vers la gauche, et donc du coup ça avait des conséquences aussi sur comment je devais tenir mon guidon. Avant de sortir de la Trouée d'Arambert, je voulais aussi vous montrer cette image. Donc cette image elle est pas de moi, c'est une capture d'écran issue d'une autre vidéo YouTube sur le Paris-Roubaix Challenge. Mais pour moi elle illustre à la perfection ce que je veux entendre par le côté infernal de la Trouée d'Arambert. Donc là au premier plan évidemment vous voyez les pavés qui sont disposés n'importe comment comme au Moyen-Âge. Et puis surtout là, au deuxième plan, en haut à droite sur l'image, vous voyez peut-être 2-3 cyclistes qui sont en train de démonter leurs roues. Peut-être qu'ils ont crevé, peut-être que c'est pire, mais ça illustre à la perfection à quel point ce secteur pavé, il heurte les machines. Et donc moi aussi je suis passé par là, moi aussi j'ai vu ces gens. Et comment te dire que t'es pas le prochain sur la liste quand tu vois toutes ces personnes en détresse au bord de la route ?
Voilà, vous bloquez tout le monde. Ah ouais. Lucas, t'as adoré là. Ah, Mimi, Ouais, vous l'avez vu, juste derrière moi, il y avait les mecs qui se sont crus au Paris-Roubaix homme du 9 avril, mais ils se sont juste trompés d'édition, hein, c'était la cyclo-sportive. Mais bref, juste derrière moi, il y avait les machines qui étaient juste là pour en découdre avec les pavés. Bon, moi, j'étais en convalescence, là. J'étais en convalescence quand je suis sorti du secteur pavé. Dites-vous bien que ce tronçon, il a duré 7 minutes. Donc 7 minutes à devoir lutter contre son guidon, lutter contre la chute, lutter contre tout en fait, contre les éléments, les aspérités du terrain pendant 7 minutes. Donc à ce moment-là, j'étais plus en mode, est-ce qu'il y a des choses qui vont dans ce vélo ? Si oui, je continue l'aventure, sinon j'essaye de réparer. Il y avait pas mal de mecs, vous les avez vus, qui étaient arrêtés juste parce qu'ils étaient dans le même état que moi. Ils ont juste eu le privilège de passer 1 ou 2 minutes avant moi et qui étaient juste en train de s'arrêter pour essayer de s'en remettre, pour essayer de retrouver un peu des couleurs, quoi, parce que ce secteur-là, c'était juste l'enfer. C'était une lessiveuse. Et voyez comment à la fin du secteur pavé d'Arambert, le peloton il a juste explosé. Je vous rappelle, au début, à l'entrée à Arambert, on était environ une dizaine, une vingtaine, et là je suis juste tout seul. Donc à la fin de ce premier secteur pavé, la cyclosportive dans son ensemble prend une teinte complètement différente. On va alterner entre des périodes où on va avoir un semblant de recomposition de peloton, mais ce peloton il va juste immédiatement exploser au moment où on va entrer dans un nouveau secteur pavé. Et je vous rappelle, les secteurs pavés, à partir de la Trouée d'Arambert, ils sont positionnés tous les 2 à 5 km. Donc c'est une recomposition et un éclatement juste après. Bon, première fois que je peux vous parler face cam. On en est au deuxième secteur pavé. Ça casse, putain. Et voilà, c'était le mini face cam de l'aventure. Vous habituez pas trop, malheureusement, c'était le seul que j'ai fait. Parce que Arambert a représenté un point de bascule dans mon aventure, et après ça, j'ai vraiment dû consacrer mon énergie pour moi. Et vous voyez là, aussitôt sorti d'Arambert, on enchaîne déjà sur le deuxième secteur pavé, le secteur pavé numéro 18, et après ça, ils vont s'enchaîner, hein, de 18 jusqu'à 1, allez, c'est peut-être 5 minutes de repos, ou 5 km maximum, et on enchaîne. Et sur ce secteur pavé qui est quand même classé, il me semble, 4 étoiles, et bah je vais encore souffrir, quoi. Arambert, c'était vraiment quelque chose, hein, c'était quelque chose de très spécial, mais les secteurs pavés qui ont suivi tout au long jusqu'à la fin, ils ont été absolument infâmes. Et donc là, sur ce secteur pavé, j'essaye un peu d'appliquer ce que j'ai appris, hein. Donc j'essaye de maintenir une allure, une bonne allure, surtout que je peux me caler sur le cycliste en bleu qui est juste devant à l'image. Et je crois que j'arrive à être à un 27, à un 30 peut-être même parfois, ce qui permet de voler un peu sur les pavés comme les pros le disent. Mais le truc, c'est que ça suffit pas, quoi. Ça vibre, ça fait mal. C'est vraiment une sensation que je connaissais pas avant et que j'appréhende que maintenant. Et surtout, j'arrive pas à m'ôter à l'esprit que je suis en train de mettre mon vélo en l'air. Et qu'à tout moment, en fait, là, je peux être en train de crever, que je m'en rends pas compte tellement ça vibre. Et moi, ce que je redoute, en fait, c'est de casser mon matériel. Donc, quand tu as cette idée-là en tête, t'as du mal, tu t'y... Quand t'es pro, tu peux t'abstraire de tout ça, parce que de toute façon, il y a 3 Skoda avec des vélos qui sont là pour te les donner si jamais tu crèves. Là, si tu crèves, tu répares, et si tu casses quelque chose, t'es foutu, parce que les seuls points où tu peux réparer quelque chose, c'est au niveau des stands, là, des points de ravitaillement. Donc, vraiment, il fallait faire gaffe. Et là, regardez là vous voyez le compteur. C'est peut-être l'une des dernières fois que vous verrez le compteur aussi bien sur un secteur pavé. J'ai commencé juste après la petite partie asphaltée à 34 km/h et là me voilà à 30 km/h. Et là, faut que je vous dise un truc sur les secteurs pavés, un petit point d'information, c'est que plus vous êtes longtemps sur un secteur pavé, plus vous perdez en vitesse. C'est presque inéluctable. Vous serez obligé de mettre plus de puissance si vous voulez maintenir une même vitesse. C'est inutile de vous enticher à vouloir garder la même vitesse.
Donc inéluctablement, vous allez perdre en vitesse. Et c'est ce que disent les pros, en fait. Ce qu'ils disent, c'est que plus vous arrivez vite, plus vous allez pouvoir quitter les secteurs pavés vite. Parce que la perte de vitesse, elle est fatale. Les pavés vous ralentissent, vous ne pouvez rien y faire. Et plus vous êtes ralenti, plus vous allez subir les pavés. Malheureusement, ce qui va venir à bout de ma vitesse durement gardée dans cette partie, c'est pas la peur de perdre mon vélo, ça va être la perte du matériel et des périphériques externes autour de mon vélo. Donc là, vous voyez, c'est mon compteur qui s'est juste envolé du centre. Donc je suis obligé de m'arrêter, de faire demi-tour, d'aller le chercher dans la boue. Et globalement, ça va pas être le seul élément qui va me poser problème au cours de cette aventure. Là, ça commence avec mon compteur, mais ensuite, ça va être la GoPro. Et entre ça va être la sacoche d'ocelle qui va juste se dévisser. Et merci à la personne qui va juste me prévenir qu'en fait, ma sacoche se barre, quoi. Et donc c'est un autre élément sur lequel je voulais venir à propos du Paris-Roubaix, c'est tout ce qui concerne les périphériques externes. Donc ceux qui sont fixés, ceux qui sont raccordés. Faites bien attention à ce qu'ils soient non pas fixés mais arrimés. Là, par exemple, si vous voulez avoir un compteur, attachez-le avec du ruban ou avec un élastique supplémentaire. Si vous avez une sacoche, vérifiez bien que les straps ou les scratchs sont bien accrochés. Passez votre main après chaque secteur pavé derrière pour vérifier que c'est bien accroché encore. Convalescence pavé, convalescence pavé, convalescence pavé. Ça va être comme ça du kilomètre 50 avec la trouée d'Arambert jusqu'au kilomètre 145. Ça va plus venir me lâcher. Ça va m'avoir à l'usure dans le sens où à chaque fois je ressors lessivé. Je ressors lessivé parce que bien sûr je n'adopte pas l'attitude des compétiteurs. Je roule pas à 45 km/h dans le secteur pavé. Donc du coup je subis les pavés. Et au-delà de ça, à chaque fois qu'on sort d'un secteur pavé, le peloton qu'on a durement essayé de rejoindre à chaque fois pendant les périodes de convalescence, il explose. Et rouler sans peloton, c'est une chose qui est quand même compliquée en course. On est souvent plus à l'aise, plus confortable en peloton parce qu'on peut venir se mettre en draft, se mettre derrière les groupes et essayer de reprendre un peu d'air comme ça. Mais là, c'est juste plus possible. Parce que maintenant, la course, les pavés ont décidé de trier les cyclistes non plus sur leur capacité à pouvoir rouler vite sur l'asphalte, mais sur leur capacité à pouvoir rouler vite sur les pavés. Et c'est le cas sur les pavés bien sûr, mais aussi sur les secteurs entre les pavés. Il n'est plus possible maintenant de trouver un cycliste à son niveau à ce stade de la course. On est contraint à la solitude. Et ça va être comme ça jusqu'à la fin quasiment. Je vais récupérer quelques groupes par-ci par-là, mais ça va plus du tout être la même chose qu'au début où là vraiment on enchaînait les kilomètres, on était à 40. Là en période de convalescence, moi je roulais même pas entre 25 et 35, pas plus. Et au mieux que j'ai pu rouler, ça n'a pas dépassé les 40. Et ça se fera systématiquement sans peloton. Alors là, on est à l'approche imminente du secteur pavé de Warlin à Brion. Donc c'est un secteur pavé assez banal, classé 3 étoiles, long de 2400 mètres. Et voyez comment on est en rang resserré juste avant d'entrer dans ce secteur pavé. Donc il y a eu un semblant de peloton qui s'est reconstitué, comme je vous l'ai dit. Et là, ça va être la traduction concrète de ce qui se passe quand un peloton entier, amateur, rentre dans un secteur pavé. Là, tout de suite, c'est le tri par niveau. Les personnes comme moi qui sont pas très confiantes, elles restent derrière. Les personnes qui sont les plus âgées sur les pavés, elles passent devant, elles essayent de se frayer un chemin. Et moi, je reste péniblement derrière le cycliste qui galère comme moi, avec le maillot noir et bleu. Donc là, j'essaye de dépasser ce cycliste quand même, parce que je vois que j'ai encore un petit peu de force. Et j'essaye d'aller recoller au peloton, d'aller recoller à un groupe assez rapide avec les forces que j'ai. Mais malheureusement, c'est quasiment impossible de reprendre de la vitesse sur les pavés. Là, je suis à environ 27-28 km/h. Je vais pas réussir à décoller à plus de 30 km/h sur ce secteur pavé.
Clap, énorme ellipse temporelle. On se retrouve plus de 2 heures après les dernières images que vous avez vues sur le secteur pavé numéro 2, donc l'avant-dernier secteur pavé avant l'arrivée finale à Roubaix. Et le dernier de nature à représenter une petite difficulté, parce que le secteur numéro 1 c'est rien du tout. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre le secteur pavé numéro 16, qui correspond au dernier secteur pavé que je vous ai filmé, et secteur pavé numéro 2? Eh bien ma GoPro, malheureusement, s'est éclatée lors de ma traversée d'un secteur pavé, et ce malgré la super suspension buggy Formule 1, ce que vous voulez, que j'avais mise en place et que j'avais pourtant très bien serré. Je roulais à une allure habituelle, je roulais à peu près à 20-25 km/h, mais lors de la traversée d'un pavé, un choc un peu plus brutal qu'un autre, la GoPro et la totalité du support se sont littéralement délogés du cintre et de la potence et sont venus s'écraser contre le sol. Donc là, du coup, grosse baisse de morale. Déjà, j'étais pas très bien physiquement avec la traversée des secteurs pavés et la douleur aux mains. Là est venu s'ajouter à ça les problèmes du matériel et les problèmes qui permettent à cette chaîne d'exister. Donc c'était vraiment très difficile. Surtout que, comble de malchance, moi sur le coup je ramasse la GoPro, avant de remonter sur le vélo et de repartir à l'aventure, réflexe, j'essaie de voir si elle fonctionne encore. J'appuie sur le bouton on, ça ne fonctionne pas. Donc tout de suite je me fais une idée, je me fais une raison, je me dis écoute, c'était 7 jolis mois avec cette GoPro, elle est morte, soit c'est GoPro Hero 9 ou Hero 10, soit c'est la fin de la chaîne. Donc je me dis ça, j'essaie de repartir, de me dire tant pis, c'est pas grave. Et au dernier point de ravitaillement, donc le point de ravitaillement numéro 3, je me dis, essaye de changer de batterie sur un malentendu, si ça se trouve, c'est la batterie qui était vide et tu t'es pas rendu compte qu'elle s'était éteinte lors d'une des dernières fois où tu as filmé. Et il s'est trouvé, chance que j'ai eu, que c'était effectivement ça, c'était juste un problème de batterie, la batterie était à plat, et du coup, la GoPro ne s'allumait plus. Mais au-delà de ça, il y avait aussi le fait que, malgré tout, dans la chute, la vitre qui protège l'objectif s'était pas mal rayée, donc je me suis dit, aïe, même si la GoPro marche, il y aura des problèmes, ce sera pas très beau à l'image, il faudra quand même réparer et acheter un protège objectif de rechange. Au final, vous le voyez à l'écran, faites-moi signe en commentaire si je me trompe, mais ça a l'air d'aller. Donc du coup, on va rester comme ça. Malgré tout, il y a quand même des choses en moins. Là, la GoPro est équipée d'une petite bonnette qui permettait de filtrer le vent, elle est plus là. Donc du coup, on baisse un petit peu le son de l'ambiance, on rehausse celui de la voix off, on va devoir finir comme ça, parce que sinon vous êtes juste avec le vent dans les oreilles. Alors voilà, on est sorti du secteur pavé numéro 2, vous l'avez vu à l'image avec moi. On approche maintenant des tout derniers kilomètres du coup de notre aventure du Paris-Roubaix Challenge. Et vous allez voir que dans quelques secondes, je vais avoir mon tout dernier ennui mécanique de l'aventure. Rien de bien grave, vous inquiétez pas. Et ouais, aïe. Je viens de dérailler du plateau. Donc je voulais enclencher le plateau le plus petit pour monter cette montée de rien du tout. Ce dont j'aurais tout à fait pu me dispenser, et au final, ma chaîne est venue se loger entre mon petit plateau et mon cadre. Mais vous voyez, on repart assez vite. Le seul petit souci, c'est que j'étais dans un petit groupe de peut-être 10 personnes, et là je me retrouve tout seul. Ça s'est joué à pas grand-chose. Mais vous allez voir, je vais très rapidement retrouver un petit groupe pour terminer l'aventure. Mais voilà, je voulais profiter aussi de ces quelques kilomètres qui nous restent avant d'arriver sur la ligne d'arrivée, pour vous aborder la question de l'hydratation, parce que ça aussi, ça a été un problème sur cette aventure. J'ai perdu mon bidon au niveau d'un secteur pavé intermédiaire pendant l'aventure, et je me suis retrouvé à faire les kilomètres restants entre la perte de mon bidon et l'arrivée à Roubaix sans eau. Et ça a été très difficile. En fait, je le perds sur un secteur pavé à pleine vitesse, après avoir croisé des collègues du polygone de Vincennes, et je ne trouve plus aucun moyen de me ravitailler en eau jusqu'à la fin. Donc là, tous les kilomètres, à partir du kilomètre 90 peut-être jusqu'au kilomètre 145 à la fin de la course, je vais les faire sans eau. C'est assez fou à dire, mais malheureusement c'est la réalité. C'est moi qui fais ces petits bruits de pédale. Parce qu'en fait là j'ai juste hâte d'en découdre. On est sur les tout derniers kilomètres,
je suis fatigué, j'ai hâte de prendre à boire autant de l'eau que de la bière, tout ce que vous voulez. Et là, tout ce que j'attends, c'est que ce feu passe au vert. Mais au moins, grâce à ce feu rouge d'une très longue durée, des cyclistes qui étaient un peu derrière moi sont venus se coller à moi, et du coup, on va terminer l'aventure ensemble. Donc ça aussi, c'était très sympa. Yep. Ah ouais, ce cycliste-là, il avait ce que moi j'avais plus à ce moment-là de l'aventure, des jambes. Mais vous inquiétez pas, ma petite fierté de cycliste ne le laissera pas prendre tout seul les relais, et moi aussi je ferai ma part du job. Ça y est, je reprends ma petite position favorite de relayeur dans le tout petit groupe qui s'était formé juste derrière moi. Bon, c'est une position surtout symbolique, plus qu'autre chose, parce que on roule à peu près à 30 km/h, hein, pas plus, à peine plus. Et donc là, vous voyez sur cet accéléré qu'on arrive vraiment tout près du parc des sports. Là, on est vraiment à quelques encablures. Je vais vous laisser en vitesse normale pour la fin et le tout dernier secteur pavé qui est juste ici. Voilà, ça c'est le secteur pavé numéro 1, le secteur pavé du centre-ville de Roubaix. C'est un secteur pavé à valeur symbolique, hein. Vous voyez, les pavés sont lisses et uniformes, ils sont très confortables, hein. Il n'y avait aucun problème sur ce secteur pavé là, c'est peut-être celui sur lequel j'ai pu rouler le plus vite. Mais vous pouvez pas savoir à quel point j'étais heureux d'arriver à ce moment-là. J'avais presque envie de donner mes dernières forces et de faire un sprint. Mais bon, vous voyez, la raison l'a emporté et finalement... j'ai roulé plutôt tranquillement jusqu'au parc des sports qui s'ouvre maintenant jusqu'à nous. Donc là, maintenant qu'on passe la grille, on est dans le parc des sports. Le vélodrome, il est à quelques encablures. Il va s'ouvrir à nous, là. Vous allez voir juste après la courbe. Et là, je suis heureux. Je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas roulé aussi vite. Ça se voit pas à l'image, mais là, je pense que je dois être... oh, je sais pas, peut-être à 30-35, mais je suis content. Et voilà, la piste du vélodrome de Roubaix est à nous. Et là je me dis, profites-en, pas la peine de taper un sprint. Voilà, donc là il y a les deux cyclistes néerlandophones ou germanophones qui me dépassent. Eux, ils vivent leur vie de cycliste. Et moi je suis là juste en train de profiter, juste heureux d'être arrivé. Je suis pas du tout dans le mood de faire un sprint. Plus dans le mood de lever les bras en l'air et de me dire voilà, je l'ai fait quoi. Et donc là, au moment où on va passer la porte, et ben voilà, on sera arrivé, on est arrivé. L'aventure est terminée, j'ai terminé le Paris-Roubaix 145 km. Je vais tout de suite vous donner mon temps, hein. Mais d'abord, je récupère ma médaille auprès de l'organisation de la course. Je retire le casque, je sais. C'est bon? Ça passe. Merci. Et voilà, c'est chose faite. Le Paris-Roubaix Challenge version 145 km est terminé, je l'ai achevé, et franchement, je peux avoir la tête haute parce que j'aurais pas craqué. Il y aura des moments où franchement ça aurait été plus dur que d'autres. Les secteurs pavés n'ont pas été faciles, mais honnêtement, globalement ça s'est bien passé, pas de crevaison, pas d'ennuis mécaniques particuliers, juste des ennuis de matériel, de périphérique externe, mais rien de grave. Franchement, tout s'est bien passé pour moi. Et donc du coup, quel temps j'ai fait ? Il faut savoir que mon dossard a été équipé d'un code barre et ce code barre permet de restituer le plus fidèlement possible le temps de la course. Et donc, mon dossard, le 3025, a parcouru les 145 km du Paris-Roubaix en 5h42 et 38 secondes. Là, vous le voyez affiché à l'écran. Vitesse moyenne 25,58 km/h, ce que je trouve complètement honorable compte tenu de la configuration de la route et de la présence des pavés, et puis vraiment de zones où j'en pouvais plus quoi. Donc 25,58, c'est vraiment cool sur 145 km, pas mal. Position 682 sur 4679, donc là 4679 ça vous indique le nombre de participants au global, donc sur toutes les éditions, version 170, 70, 145.
Et le 642, je vous invite à ne pas en tenir compte parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne suis pas arrivé 682e, donc je ne sais pas vraiment ce que ça signifie. Mais on retiendra que j'ai fait une belle performance. Donc je suis plutôt content. Je suis arrivé vers peut-être 13h de l'après-midi, aux alentours des 13h pour un départ aux alentours de fin 7h, début 8h. Et j'ai pu assister à l'arrivée des très nombreux cyclistes qui étaient après moi, mais après moi parce qu'ils ont fait 170 ou parce qu'ils sont juste partis après moi sur la ligne de départ. Et voilà, sur ces images, vous voyez arriver les 2 dernières femmes à la course professionnelle féminine. Et ça vient juste clôturer cette journée qui a été incroyable. Allez, sur ce, j'espère que cette vidéo résumant mes 145 km au Paris-Roubaix Challenge vous aura plu. Sachez que je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu vous restituer au moins une grande partie des secteurs pavés de l'aventure, parce que c'est un petit peu ça le but du Paris-Roubaix Challenge. Mais c'est pas grave, je me dis que cette aventure m'aura appris beaucoup de choses sur la fixation notamment des périphériques externes et du coup de la caméra. Par exemple, là, si c'était à refaire, la caméra, je l'aurais pas mise au cintre parce que le cintre restitue vraiment toutes les vibrations du moment que c'est sur le matériel. Et je l'aurais plutôt mise sur mon casque. Mais tant pis, ce sera pour une prochaine fois. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant bien sûr un j'aime, en la commentant ou bien sûr en vous abonnant. Vous n'auriez qu'à y gagner parce que du contenu est en cours de préparation et je suis sûr que ça va beaucoup vous plaire.